Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marie Moutier-Bitan. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, vous êtes doctorante en histoire, hein, vous travaillez sur l'Europe orientale, sur l'Union soviétique, hein, sur les persécutions en Union soviétique et donc vous avez à ce titre publié un ouvrage très très important que l'on retrouve dans votre présentation sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission d'aujourd'hui. Et quand je vous ai sollicité, je m'attendais à ce que vous me présentiez quelque chose, peut-être sur l'Europe de l'Est, et puis vous avez pris le contre-pied, et c'est très intéressant parce qu'on va parler d'une série justement aujourd'hui très intéressante qui n'est pas sur l'Europe de l'Est, qui n'est pas sur l'Union soviétique. Marie, alors du coup, vous avez choisi quelle série et peut-être nous dire pourquoi cette série véritablement, qui n'est pas au cœur de vos recherches, mais on va voir que dans la méthodologie de ce que vous allez nous présenter, c'est pas si éloigné que ça. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la série Mindhunter, qui est donc une série américaine portée sur le développement des enquêtes autour des serial killers aux États-Unis. Alors, pourquoi cette série? Quand je l'ai regardée, je ne m'attendais pas à y retrouver des parallèles avec mon propre travail. Comme vous l'avez mentionné, je travaille sur la persécution et les exécutions de Juifs en Europe de l'Est occupés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à ce titre, j'ai effectué plusieurs voyages de terrain pour interviewer des témoins de ces exécutions, donc de ces crimes, et pour repérer les lieux du crime, c'est-à-dire les lieux de fusillade et les lieux d'enterrement de ces victimes. Et je me suis rendu compte que sur place, j'effectuais une sorte d'enquête criminelle. Et tout comme j'utilise également des interrogatoires d'anciens criminels nazis qui étaient impliqués dans ces exécutions, tout cela a fait tilt quand j'ai vu cette série Mindhunter, car je me suis rendu compte que les enquêteurs du FBI qui enquêtaient sur ces criminels avaient à peu près les mêmes questionnements que moi concernant le profil de ces tueurs et également ces mêmes problématiques méthodologiques qui consistent à trouver un bon équilibre entre la théorie, le travail d'enquête et le travail de terrain, véritablement. Et bien évidemment, les réponses apportées sont extrêmement différentes dans mon travail et dans le travail des enquêteurs du FBI, mais même si les contextes sont évidemment très différents, les questionnements se rejoignent beaucoup. Et voilà, en regardant Mindhunter et en écoutant justement tout le cheminement intellectuel de ces enquêteurs, j'y ai retrouvé voilà, des traits liés à mon travail d'historien et précisément à ce travail d'enquêter sur des crimes. Et cela m'a paru extrêmement intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer cette série aujourd'hui. Donc, bien sûr, je ne suis pas une spécialiste du FBI, mais la criminologie, je pense, a beaucoup de choses à apporter en termes de méthodologie à la science historique, surtout quand on se penche comme moi sur des crimes qui ont été commis. Bien entendu, les contextes sont extrêmement différents, mais néanmoins, cela nous permet une certaine ouverture et de réfléchir un peu sous un autre angle à ces problématiques criminelles.
Alors, vous le dites à juste titre, Marie, c'est très très intéressant, hein. On a parfois dans notre émission reçu des intervenants, des intervenantes qui effectivement faisaient un pas de côté par rapport à leur recherche. Alors, soit parce que effectivement la série qu'ils présentaient avait pour eux un souvenir, une sorte de Madeleine de Proust, soit au contraire parce que même si ce n'était pas au cœur de leur objet de recherche, la méthodologie qu'on peut trouver dans la série, en tout cas, la thématique de la série peut se rapprocher d'une certaine méthodologie par rapport à leur travail. Et c'est exactement ce que vous nous dites aujourd'hui. Ça, c'est très, très intéressant parce que on va voir ici qu'on va pouvoir faire dans la façon de traquer, hein, les criminels une certaine concordance des temps avec effectivement des points communs, avec aussi, on va le voir, un certain nombre de différences. On va y revenir dessus après. Mais avant d'aller plus loin, avant de commencer autour des thèmes qu'on va évoquer ensemble, Marie, j'aimerais pour les auditeurs que vous nous fassiez la présentation de la série et aussi que vous nous fassiez le pitch de celle-ci pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette série-là, où est-ce qu'on peut la voir, où est-ce qu'elle a été diffusée, quand est-ce qu'elle a été produite, une sorte de, voilà, de petit brainstorming rapide pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Mindhunter. Mindhunter est une série thriller américaine qui a commencé en 2017 et qui s'est achevée en 2019, bien qu'il me semble qu'une troisième saison soit en préparation. Il y a donc 2 saisons, 19 épisodes, et les principaux acteurs sont Jonathan Groff, Holt McCalley et Anna Torv. Et cette série s'inspire principalement des ouvrages de John Douglas, qui est un ancien agent du FBI, à l'origine des premiers travaux sur les tueurs en série aux États-Unis. Cette série est produite par Netflix et elle est diffusée d'ailleurs depuis le 13 octobre 2017 sur la plateforme. Et elle compte parmi ses producteurs Charlize Theron et David Fincher, que beaucoup connaissent probablement comme étant le réalisateur de Seven, film paru en 1995. Donc les 3 personnages principaux de la série s'inspirent de personnes qui ont existé, qui étaient donc 2 enquêteurs du FBI et qui sont Holden Gord et Bill Tench, ainsi que d'une professeure d'université, Wendy Kerr, qui est diplômée en psychologie et spécialiste des sociopathes. De même que dans cette série, on retrouve des tueurs en série, donc des serial killers, très célèbres comme Charles Manson, Ed Kemper ou BTK. Et donc, cette série se déroule aux États-Unis en 1977 et les 2 agents du FBI, Gord et Tench, vont joindre leurs forces et leurs compétences pour mettre en place un système de profilage des criminels au département des sciences comportementales de Quantico afin de dispenser des cours et de donner des clés à des policiers en charge d'enquêtes sur meurtre à travers tout le pays. Et va se joindre à cette équipe Wendy Carr, qui est donc une psychologue qui va leur apporter son savoir théorique et les aider justement à pouvoir mettre en place une méthodologie solide qui puisse tenir la route aussi auprès d'un univers universitaire. Et c'est ainsi qu'on retrace le début du profilage des serial killers aux États-Unis. Alors, cette série, je l'ai trouvée vraiment remarquable sur bien des aspects, notamment par sa rigueur à nous montrer le développement des enquêtes, mais aussi leurs échecs, les fausses routes des protagonistes, leurs tâtonnements, leurs résultats, et sans jamais perdre de vue la psychologie aussi de ces hommes et de ces femmes qui travaillent au quotidien sur des crimes absolument sordides et qui se retrouvent au contact de psychopathes qui eux aussi, et là c'est pour moi aussi une force de cette série, ces psychopathes qui sont montrés également à travers un aspect humain. Voilà, donc ça casse, si vous voulez, cette image du psychopathe complètement monstrueux, sanguinaire, mais qui peut se montrer aussi, et nous y reviendrons, extrêmement affable et doté de sentiments.
Vous l'avez dit tout à l'heure quand on a commencé à introduire l'émission, à parler de cette série, de pourquoi cette série. Vous l'avez choisie parce que vous avez trouvé que entre l'étude du procédé criminel, hein, que l'étude de tout ce qui est autour du questionnement, à la fois des enquêteurs du FBI dans la série, de l'historien qui travaille sur les crimes de masse, euh, peu importe quand c'est d'ailleurs dans l'histoire, mais peut-être plus précisément avec ces crimes de masse qu'il y a au XXe siècle, il y a quand même des points communs. Alors j'aimerais que vous développiez cette thématique-là et en même temps, du coup, à travers la série, que l'on comprenne comment vous, Marie Moutier-Bitan, qui êtes doctorante en histoire sur ces crimes de masse en Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, vous travaillez. Comment est-ce que vous avez pu voir des parallèles entre ces enquêteurs du FBI et votre travail d'historienne à vous? L'un des principaux parallèles est la manière dont les deux enquêteurs vont proposer une lecture de la scène du crime. Et évidemment, cette lecture de la scène du crime est possible en se rendant sur le terrain. Et deuxième parallèle, c'est l'étude du comportement criminel et du procédé criminel. Alors, cette lecture de la scène de crime est capitale et c'est en ça, je pense, que la criminologie peut apporter des outils à l'historien pour étudier un certain nombre de crimes de masse. Et cela passe par aussi une lecture des corps des victimes, de la manière dont le crime a été accompli et ce que nous dit, ce que les traces laissées par le criminel nous disent du crime en lui-même et de quelle est la signification que cela a eu pour le criminel. Voilà. Donc en fait, c'est cette lecture du crime que je trouve importante et qui, là, pour les enquêteurs du FBI, est fondamentale pour saisir un petit peu la psychologie du serial killer. Et dans mon travail, ça consiste à comprendre quelle était la signification que le criminel a apporté à son crime. Par exemple, les deux agents du FBI, Ford et Tench, vont se rendre sur les lieux du crime dans le cadre de l'enquête du meurtre de Beverly Jean, qui est une jeune fille retrouvée assassinée dans une décharge. Et donc, ils vont essayer de comprendre pourquoi on a choisi une décharge pour se débarrasser du corps. Est-ce que derrière le côté, derrière l'idée de trouver un endroit isolé pour se débarrasser du corps, est-ce qu'il n'y a pas aussi une symbolique derrière? Vous voyez, de laisser un corps dans une décharge, ça va au-delà du simple fait de le faire disparaître. Et également, il s'interroge également sur les mutilations qui ont été effectuées sur le corps et qui ont été effectuées après le meurtre. Donc, c'est autant d'éléments dont ils vont disposer pour tenter de dégager une symbolique de ce crime. Et c'est ce que je retrouve aussi dans mon travail, où parfois les victimes juives en Europe de l'Est ont été retrouvées mutilées, les yeux crevés, ce genre de choses. Et c'est là où l'historien peut trouver des limites à son travail. Le criminologue peut apporter certains éléments de réponse. Et pour le cas de Beverly Jean, qui est cette jeune femme assassinée retrouvée dans la décharge, on lui a coupé les seins. Enfin, vous voyez, il y a tout un symbole derrière. Il ne s'agit pas seulement de tuer, mais aussi de lui nier toute féminité, toute humanité. Voilà, donc c'est en ça que je trouve la série très intéressante, c'est qu'elle va vraiment dans une recherche profonde de la signification du crime pour le criminel. C'est vraiment hyper intéressant ce que vous évoquez là, Marie, à l'instant, parce que cette notion qui revient d'ailleurs au fondement de ce que c'est être un historien, cette idée que l'historien mène une enquête, à part que l'enquête, vous la menez effectivement dans les fonds d'archives, mais vous la menez, vous, peut-être plus que d'autres historiens, de par votre thème d'enquête, vous la menez véritablement sur le terrain. Parfois, vous pouvez le dire, peut-être au plus proche pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire presque au plus proche des corps. Et là, cette idée, vous justement, à l'image
l'image de ces enquêteurs du FBI, vous avez besoin de, j'allais dire, de sciences annexes pour mener votre enquête. Absolument. Et il me semble que quand on étudie un crime de masse comme le fut la Shoah en Europe de l'Est, et que ces lieux existent, il paraît absurde d'enquêter sur un crime sans se rendre sur les lieux, car ces lieux existent encore. Et j'ai eu la possibilité d'interviewer aussi les voisins qui habitaient à proximité des lieux du crime, exactement comme le ferait un enquêteur de police dans le cadre voilà, d'un crime qui se serait passé de nos jours dans une ville, un village. Donc, finalement, le procédé est extrêmement proche. Il s'agit d'interviewer des gens qui auraient vu ces exécutions, de recueillir leurs témoignages. Et il y a aussi cette importance de se retrouver sur les lieux pour comprendre comment le crime a pu être organisé, dans quel cadre il s'est situé, et évidemment se poser des questions. Pourquoi ce lieu a été choisi? Donc, je vous avais parlé de la décharge dans le cadre de Beverly Jean, mais dans le cadre de mes propres enquêtes à l'Est, j'ai également trouvé des sites d'exécution qui étaient des cimetières pour animaux, par exemple. Vous voyez, tous ces lieux du crime ont aussi leur signification. Ils ne sont pas choisis au hasard. Alors très souvent, il y a des détails pratiques pour les criminels qui rentrent en ligne de compte, mais également, ils ne peuvent pas se départir de cette symbolique, voilà, de, par exemple, organiser une exécution près des abattoirs ou, comme je vous ai dit, dans un cimetière pour bétail. C'est très intéressant. On va y revenir sur cette symbolique, sur le choix des lieux aussi, hein, parce que véritablement, c'est au cœur de votre travail de compréhension de ces phénomènes-là, d'enquête aussi, pour essayer de remettre en place une certaine vérité, parce que il y a à la fois des contestations autour de ça, hein, qui ont été mises en place, puis surtout sur les processus là-dessus d'extermination. C'est aussi très très complexe, hein, et vos travaux sont là-dessus très intéressants, comme ceux qu'a pu faire aussi, par exemple, qu'ont pu faire beaucoup d'historiens. Je pense notamment à Christian Grau, mais il n'y a pas que lui, et c'est très très intéressant là-dessus. Mais j'aimerais revenir avec vous sur une notion essentielle, que vous nous expliquiez comment est-ce que vous, historienne, vous avez perçu la série Mindhunter dans le sens euh, construction de l'enquête. C'est-à-dire en fait dans le sens où comment est-ce qu'on se met en place une enquête et voir les parallèles que vous avez pu faire avec vous, hein, parce que là, il y a, pour ceux qui regardent, c'est très intéressant parce qu'il y a un vrai parallèle sur l'idée de plonger dans la peau de ces enquêteurs du FBI. On voit un véritable work in progress dans cette série-là, c'est très intéressant et vous y avez vu de nombreux parallèles avec ce que vous menez, vous. Tout à fait. L'un des atouts de cette série est de montrer véritablement la mise en route de cette mythologie. Et les trois protagonistes cherchent à trouver un... ils tâtonnent et ils cherchent une méthodologie qui soit suffisamment rigoureuse pour permettre des études scientifiques, mais cette méthodologie, elle évolue sans cesse, hein, parce que il y a bien sûr ce travail que fait le professeur d'université Wendy Carr dans son bureau de réflexion, qui lit les entretiens avec les serial killers, qui va mettre en place tout un protocole de questions. Mais on se rend compte très rapidement qu'une fois que les enquêteurs se retrouvent face à un serial killer, ils doivent improviser. On se rend compte au fur et à mesure des limites d'un protocole établi, parce qu'on est face à des êtres humains qui déjà sont des serial killers, sont imprévisibles, et qui ont des personnalités extrêmement différentes. Et l'on voit justement cette difficulté qu'ont ces trois personnages à trouver un juste milieu entre un protocole de questions bien établi et qui soit solide scientifiquement, et le fait de s'adapter à la personne qui est en face de soi. Et par exemple,
on se rend compte que à plusieurs reprises, l'un des enquêteurs du FBI dérape, sort de la méthode établie face à des serial killers qui vont mentir, vont se murer dans le silence. Et il faut trouver cet équilibre entre la rigueur scientifique et les exigences du terrain. Et pour cela, il faut une très grande capacité d'adaptation, d'improvisation, tout en gardant cette ligne scientifique. Et je pense que c'est un petit peu le cas de toute personne qui mènent des enquêtes en sciences sociales. Hein. Et voilà, ces deux inspecteurs du FBI se retrouvent véritablement dans une situation que n'importe quel chercheur connaît. Hein. Lorsqu'on se retrouve face à l'humain, ce n'est plus la même chose que lorsqu'on se retrouve face à des documents, à des archives. Voilà, et on confronte tout simplement la théorie et la pratique, la théorie et le facteur humain, où l'on doit constamment improviser et être prêt, tout simplement. Les enquêteurs, je vous ai parlé de la question du mensonge, et c'est une question à laquelle je me suis retrouvée aussi confrontée lors d'entretiens avec justement d'anciens voisins des Juifs qui ont assisté à la Shoah. Qu'est-ce qu'on fait quand la personne en face de nous, elle ment? Est-ce qu'on va chercher à lui faire dire la vérité, ou est-ce que justement on va pouvoir étudier ce mensonge, prendre le mensonge tel qu'il est et se dire que justement le mensonge peut être aussi un objet d'étude? Pourquoi cette personne nous ment? Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui sont relevées extrêmement bien dans cette série où les enquêteurs sont face à un véritable dilemme: comment trier le vrai du faux et comment faire confiance à des individus qui n'ont aucun intérêt à raconter la vérité, qui peuvent les manipuler, etc. Ce que vous dites me fait exactement penser à un autre ouvrage très majeur, hein, en tout cas dans l'histoire de la Shoah aussi en Europe de l'Est, l'ouvrage de Jan Tigros, hein, Les voisins, justement, sur le massacre qui avait lieu à Jelvan en 1941, où finalement Jan Gross, ce qui est très contesté aujourd'hui en Pologne, remet en perspective l'idée justement qu'une partie de la Shoah a été effectuée par les voisins, ou en tout cas les voisins, on en était témoins. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est une perspective qui a longtemps été niée par la recherche historique, qui est aujourd'hui remise en place justement parce que les historiens qui, comme vous, travaillent sur l'Est, remettent les choses en perspective avec des méthodes de travail, on va dire, un petit peu nouvelles, mais en tout cas qui ont vraiment un sens d'enquête. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Et comme vous le dites, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, la série montre bien ça parce il y a cette notion importante qui est au cœur de notre métier historien, cette notion de quête de la vérité. Tout à fait. Et l'exemple du travail de Yann Gross est absolument révélateur, car Yann Gross a vraiment mené une enquête sur un crime dans une ville donnée. Et dans son travail, il utilise également les outils de la criminologie, bien entendu. Alors, par rapport à cette remise en perspective, moi, vous, en tant qu'historienne, moi, je voulais vous poser une question qui est quand même importante, hein, une question qui est liée aussi aux travaux. Je parlais tout à l'heure de Christian Ingrao, qui a publié il y a quelque temps un petit ouvrage très, très intéressant qui s'appelle Les urgences d'un historien, un ouvrage dans lequel il se livrait un petit peu, il livrait aussi sa vie, pourquoi sur son métier, et puis il parlait de quelque chose d'important, cette idée d'être confronté au mal. Et ça, je crois que c'est quand même important parce qu'on le voit aussi dans Mindhunter, c'est cette idée de la part des enquêteurs de comment ils réagissent face à ce qui peut être horrible. Hein. Vous avez parlé de mutilation tout à l'heure, de choses comme ça. Ils le prennent en pleine figure. Ingrao parlait de ça, il parlait de la complexité à travailler sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marie, qui êtes confrontée à ces choses-là, et comment vous avez perçu ça? Comment vous avez perçu le fait que les showrunners de Mindhunter le montrent relativement bien dans la série?
Ah oui, tout à fait. On voit vraiment comment les deux enquêteurs du FBI sont confrontés à cette question du mal. Euh, on les voit qui, face à des serial killers, entendent des abominations, des horreurs véritablement, sont témoins d'atrocités et doivent rentrer avec ça le soir chez eux. Et on voit bien que ces deux enquêteurs ont du mal à encaisser toute cette noirceur, tout ce mal, et que dans leur vie privée, ça ne se passe pas bien, parce qu'ils n'arrivent pas à évacuer cela, avoir le recul nécessaire pour pouvoir euh, vivre une vie familiale apaisée. Et on le voit bien euh, que lorsqu'ils rentrent du travail, ils ont encore cette grille de lecture du mal, à force de passer des heures à étudier des entretiens avec des serial killers ou à les mener, ou à mener en parallèle, en plus, des enquêtes pour homicide un peu partout aux États-Unis, parce que d'autres postes de police aux États-Unis font appel à eux, font appel à leur expertise, justement pour retrouver des criminels. Alors, cette présence du mal, cette confrontation au mal est extrêmement bien montrée dans la série, je trouve, parce que on nous montre évidemment des serial killers qui vont parler des crimes abominables qu'ils ont commis, mais également, et c'est ça le plus dérangeant finalement, ils vont nous montrer leur côté humain. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un serial killer qui revient très régulièrement dans la série, aussi bien dans la saison 1 que dans la deuxième saison. Il s'agit du serial killer Ed Kemper, qui est donc un Américain né en 1948 en Californie et qui a été condamné pour 10 meurtres, dont celui de ses grands-parents et de sa mère. Alors, on apprend qu'il grandit dans un environnement de violence, et notamment de la part de sa mère et de sa grand-mère. Et à l'âge de 15 ans, il prend un fusil et il tue sa grand-mère. Puis il tue son grand-père. Suite à ce meurtre, il va faire un passage en hôpital psychiatrique où là, on le diagnostique schizophrène. Mais finalement, ce diagnostic est réfuté par la suite et des psychologues vont se rendre compte il n'est pas schizophrène. Il sort de cet hôpital psychiatrique et va même envisager une carrière dans la police parce qu'il est fasciné par l'ordre, les uniformes, mais il échoue. Et c'est à partir de 1972 qu'il va reprendre sa vie de tueur, et il va tuer sa première jeune femme. Et la plupart de ses victimes qui vont suivre seront de jeunes autostoppeuses qu'il fait monter dans sa voiture, puis qu'il assassine de manière assez diverse. Une de ses pratiques sera d'avoir des relations sexuelles avec les cadavres de ces jeunes filles. Puis il va aller jusqu'à tuer sa mère. Et au total, il va tuer 8 personnes en l'espace d'un an. Il est finalement mis en prison. Et lorsque les agents du FBI vont le retrouver à la prison en Californie, ils vont rencontrer un Ed Kemper affable, très souriant. Alors, c'est en fait, on le voit bien, l'acteur Cameron Britton qui incarne Ed Kemper le montre très bien. C'est une sorte de géant à moustache, mais qui a l'air aussi d'un gros nounours. Il est extrêmement affable avec les gardiens de la prison. Il a une personnalité très troublante comme ça. Il est plein de bonhomie. Lorsque les enquêteurs arrivent, il se montre extrêmement poli. Il va servir du café aux inspecteurs. Et il va les recevoir en prison comme s'il les recevait dans son salon finalement. Et on a en face de nous une personne gentille,
capable d'attention, une personne sensible même. Et on se rend compte que l'un des enquêteurs, Ford, est extrêmement troublé face à ce personnage, et il va même jusqu'à partager un sandwich avec lui tout en papotant. Et on voit que l'agent du FBI, Ford, est fasciné par cette personne. Et c'est là où les choses sont extrêmement perturbantes pour les enquêteurs comme pour les historiens qui travaillent sur le nazisme, sur les criminels de guerre, c'est que on voit leur aspect humain. Et c'est ça qui nous perturbe le plus, parce que ce serait tellement plus confortable d'imaginer que les serial killers, les criminels nazis, etc., soient des monstres dépourvus d'humanité, qui soient véritablement en dehors de l'humanité. Mais en réalité, on a affaire aussi à des êtres humains qui ont leur sensibilité, qui sont capables d'affabilité, tout simplement. Et c'est d'autant plus perturbant quand on se rend compte que ces personnes sont aussi capables du pire, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes, finalement. Et c'est ça le plus perturbant, c'est qu'en étudiant le mal, il fait écho finalement à l'humanité plus qu'à l'inhumanité. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la recherche récente, hein. Je parlais tout à l'heure des travaux de Christian Ingrao, notamment tout ce qu'il a fait sur son livre Les Chasseurs, sur la brigade d'Irlewanger, par exemple, où on voit bien ça. Et puis je pensais à ce que vous venez de dire, ce côté de notion de ordinaire. Le dernier livre de Nicolas Patin autour de Kruger, hein, ce qu'il a intitulé, qu'il a sous-titré Un bourreau ordinaire. Kruger, qui a été un de ceux qui ont dirigé l'extermination en Pologne, justement, et il montre comment quelqu'un a basculé dans le mal sur ce côté-là. On est proche de ce que Hannah Arendt, à travers Eichmann à Jérusalem en 61, avait, quand elle a suivi ce procès, avait titré autour de cette notion qui peut être aujourd'hui contestée, mais enfin qui a quand même mérite d'exister, cette notion de banalité du mal. Tout à fait. Et par exemple, Ed Kemper, le serial killer californien, va dire aux inspecteurs qu'il est un regular guy. Il est un type normal, avec une belle maison, qui habite un beau quartier. Et il ajoute, en parallèle, je semais la violence, le chaos et la mort. Voilà. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Ed Kemper va décrire un peu, lui, lui, il parle vraiment en toute franchise, hein, il n'a visiblement aucun tabou à parler des crimes qu'il a commis, et il va même jusqu'à dire, je cite, massacrer les gens, c'est du boulot, physiquement et mentalement. Donc, vous voyez, il le voit aussi comme un travail, et c'est assez intéressant que ce serial killer exprime cela comme ça. C'est comme s'il avait une vie professionnelle qui consiste donc à tuer des gens, et une vie privée qui fait de lui un type normal, qui habite une belle maison et qui s'entend bien avec ses voisins. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est justement ce, ce basculement, et c'est ça que la série et que la série montre très bien, et qui interroge véritablement ces enquêteurs du FBI, c'est comment on bascule dans le crime, comment on devient un criminel, quel est l'élément déclencheur, est-ce qu'il y a un élément déclencheur, est-ce que on devient un criminel en raison d'un contexte qui va déclencher ces pulsions meurtrières. Et là c'est une question qui est vraiment centrale dans la deuxième saison de Mindhunter, c'est est-ce qu'on est criminel, et en fait quand est-ce que cela se joue dans l'existence d'un être humain. Et c'est là où la série peut créer un certain malaise dans la saison 2, c'est quand l'un des inspecteurs
interroge son propre fils et qu'il va commencer, son propre fils qui a 7-8 ans, il va commencer à analyser son comportement et se demander mais pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte? On verra qu'il sera mêlé à une histoire assez sordide et se dire mais comment, comment un enfant, comment un être humain, à quel moment cela bascule? Et quels sont les facteurs qui, heu, qui expliquent ce basculement? Cette notion justement, du basculement, de passer à l'acte, on le voit bien dans la série et on comprend bien vos travaux d'historien qui sont majeurs là-dessus, hein, aux historiens que j'ai cités, le fait de comprendre comment, véritablement un homme ordinaire peut basculer. Il y a le contexte de l'époque, il y a aussi la personnalité qui y fait et donc vous avez essayé de nous montrer finalement qu'il n'y a pas de profil type véritablement, de tueur en série. Ça, la série le montre bien. Oui, tout à fait. Alors, c'est là aussi où je situerais les limites avec le travail d'historien sur les criminels nazis, parce qu'évidemment, le contexte historique, social et politique est complètement différent, bien entendu. Les criminels nazis ont assassiné des juifs, mais en toute légalité, ce qui n'est pas le cas donc, de ces serial killers, par exemple. Et les serial killers ont également la particularité d'agir seuls. Il ne s'agit pas de... C'est assez rare qu'ils agissent en groupe. Et ça, la série le montre bien, qu'il s'agit finalement d'individus assez seuls, assez solitaires. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des sociopathes. Ils ne vont pas avoir une vie sociale extrêmement développée. Voilà. Et c'est vraiment, la série est vraiment très forte de ce point de vue-là, c'est de montrer que il est extrêmement difficile d'établir un profil type de ces serial killers. Et je pense que, donc vous voyez, la série se situe en 1977, mais je pense qu'encore actuellement, même si on essaye d'établir des profils types, il est extrêmement difficile de ranger toutes ces personnes dans une case. Et c'est un travail qui est tout le temps en progression. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant, euh, c'est que rien n'est figé finalement, rien n'est figé à partir du moment où on se penche sur l'humain et de ce qu'il est capable de faire. Et vraiment, cette série, finalement, va nous montrer beaucoup d'échecs de la part de ces enquêteurs du FBI qui finalement euh, euh, ont, ont peine à trouver ou arrivent trop tard, peine à trouver les criminels, parce que les profils sont extrêmement différents les uns des autres. Ils vont partir sur des fausses pistes, ils vont se dire que finalement, le serial killer en question ne peut pas être marié, et finalement on découvre que l'un des serial killers qui revient régulièrement dans la série, BTK, et, et a une femme. Vous voyez, et leurs tâtonnements sont extrêmement intéressants parce que je dirais que c'est davantage leurs questionnements qui sont mis en valeur que les réponses qui sont apportées. Marie Moutier-Bitan, merci beaucoup pour cette émission vraiment très intéressante sur l'enquête, sur la notion de crime, sur la notion de comment aussi on devient criminel, comment on traque les criminels, et que ce soit par des enquêteurs du FBI dans une série ou dans la réalité avec votre travail d'historienne. Alors justement, par rapport à votre travail d'historienne, je vais rappeler vos deux livres majeurs. En plus, c'est très intéressant parce que vous réussissez à vous placer des deux côtés à la fois dans vos ouvrages des victimes et des
des bourreaux et donc pour bien comprendre la complexité des situations. Alors, le premier que vous aviez fait paraître, c'était en 2014, c'était Lettres de la Wehrmacht, où justement vous mettiez en perspective la correspondance des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis votre ouvrage majeur qui est paru plus récemment, c'est Les champs de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée entre 41 et 44. Ouvrage donc qui permet de bien recomprendre ce qui s'est passé à l'Est, et vous faites partie aujourd'hui des grandes chercheuses, en tout cas, qui travaillaient sur ces thématiques essentielles et toujours renouvelées d'ailleurs, même en 80 ans quasiment après les faits. Alors, vous avez donné une bibliographie indicative, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, que l'on retrouve sur la page de l'émission, donc sur histoireensérie.com. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient avoir le résumé de l'émission et qui voudraient aller écouter directement le podcast, vous pouvez aller sur le site de notre partenaire nonfiction.fr, site sur lequel vous avez les liens pour aller écouter l'émission, ou vous allez directement sur histoireensérie.com, les liens sont là aussi. Et puis, vous pouvez, si vous voulez continuer la discussion avec nous sur cette thématique, vous pouvez nous écrire via Twitter, et donc notre Twitter, Histoire Série. Et puis, vous allez aussi sur Facebook où il y a le groupe Histoire en série. Vous pouvez comme ça échanger avec nous. Marie Moutier-Bitan, merci. Et puis, j'espère à bientôt. Alors, pour une autre série, peut-être, pourquoi pas, une série sur l'Europe de l'Est ce coup-ci ou autre en tout cas. Merci d'avoir participé à notre podcast et bonne continuation dans vos travaux. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble